Alors, paix et indépendance, c'est un chapitre important de notre programme pour une raison simple. Aucun autre point du programme ne pourrait être mis en route si nous ne sommes pas en paix. Pas évident. Celle-ci est aujourd'hui grandement menacée un peu partout dans le monde et à des endroits pas si éloignés de nous sur le plan géographique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Ukraine, encore, ça recommence, et de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye. Sans compter les menaces qui pèsent à l'est de l'Europe, au vu des surarmements massifs déployés tant par l'OTAN que par la Russie, puisque vous savez que l'OTAN a déployé des armes à un moment donné sur les frontières orientales au plus loin, en prétextant qu'elles étaient dirigées contre l'Iran. Depuis, il n'y a plus trop de danger en Iran, mais les armes sont toujours là, elles sont juste tournées un petit peu, maintenant elles sont plutôt vers Moscou. Donc comme les Russes ne restent pas en marge, ils en mettent aussi. Et vous savez aussi bien que moi que plus vous amassez des armes, plus vous avez de chances qu'un imbécile un jour ait envie de s'en servir. La paix est notre bien le plus précieux, mais c'est un bien exigeant. Si on ne s'en occupe pas activement, il pourrait bien nous abandonner. Alors pour que notre pays puisse agir efficacement pour la paix, il faut qu'il reconquiert son indépendance. Alors quand je parle de son indépendance, je parle surtout de son indépendance d'esprit. Parce qu'il a une indépendance d'esprit qui lui confère un caractère universaliste. La France a toujours généré des idées universelles, et donc sa capacité à comprendre le monde dans toute sa complexité. Parce que le monde est complexe. Plus pratiquement, l'indépendance de sa diplomatie garante de sa capacité à œuvrer à la résolution politique des conflits existants ou à venir. Pour cela, je vais vous rappeler quelques éléments de réflexion et nos propositions pour la paix et l'indépendance. Alors, il m'a dit d'appuyer sur le bouton droit. C'est ce qu'on a. Alors là, vous allez dire... Donc je vais vous ramener quelques années en arrière. Nous sommes à New York, au siège de l'ONU, le 14 février 2003. La discussion porte sur la volonté américaine, et de quelques autres d'ailleurs, bon, l'Angleterre, l'Italie et d'autres, d'envahir l'Irak sous le prétexte de présence d'armes de destruction massive qu'on recherche toujours. Un homme va prendre la parole au nom de la France, il s'appelle Dominique de Villepin, il est ministre de Chirac, et c'est pas franchement un insoumis, c'est même carrément un adversaire politique. Ceci dit, il va tenir un discours indiquant à Bush et à ses alliés que la France ne participera pas à cette folie. Et pourquoi? Je vous ai parlé de la partie technique, c'est assez long, on parle d'un certain nombre de choses. Mais par contre, il le conclut comme ça, en disant c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Le discours de Villepin a été salué par beaucoup de gens, même de l'opposition. Moi, il me reste, parce qu'il se trouve que ce jour-là, j'étais devant la télé et je l'ai vu en direct. Et il me reste comme un des rares discours, un des derniers discours en tous les cas, qui était d'indépendance et de pacifisme. Depuis 2009, il s'est passé un certain nombre de... Depuis cette époque-là, il s'est passé un certain nombre de choses, dont en 2009, au niveau européen, l'Union européenne a décidé en 2009 de se doter d'un ministère des Affaires... un ministère des Affaires étrangères, enfin c'est une commission, etc. Le ministère des Affaires étrangères, qui a été, fonction qui a été occupée par Madame Catherine Ashton, donc une Anglaise, qui en sera la ministre jusqu'en 2014, et actuellement c'est une Italienne, Federica Mogherini, qui occupe ce poste. Depuis sa création, ce ministère n'a réussi qu'à démontrer son inefficacité. Inefficace pour une raison simple. Cette diplomatie européenne n'est en fait que la somme de 28 diplomaties différentes. Et comme elles ne sont pas toutes concordantes, et bien souvent même
contradictoires entre elles. Il ne peut pas y avoir de diplomatie européenne à l'heure actuelle. En 2009 également, Sarkozy fait réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, dont on a déjà parlé tout à l'heure, instance que le général de Gaulle avait quittée en 1966. Par ailleurs, à côté de ça, l'ONU est de plus en plus contestée, en particulier par les États-Unis, qui, en tant que plus gros contributeurs financiers, veulent asseoir leur hégémonie et, par contre, se font contester, puisqu'il faut savoir qu'à l'ONU, ce n'est pas proportionnel à la puissance, c'est un pays égale une voix. Donc un tout petit pays, comme le Luxembourg, a le même poids que les États-Unis. Sauf que le Luxembourg ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Et la France a mis sa diplomatie à la remorque d'une diplomatie européenne inefficace. Elle s'y retrouve engluée et totalement inaudible dans le monde par son appartenance à l'OTAN, entre autres, et elle n'a plus de sens critique. Il faut savoir également que si le commerce des armes... Oh. C'est pas drôle le truc là. Hein. T'as un bon vieux PowerPoint, c'est pas mal. C'est encore mieux, c'est le chambé. Hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'arrive. Ah, c'est bon, d'accord. Faites-moi confiance. Donc, depuis jusque 2010, le commerce des armes avait légèrement baissé dans le monde. Donc, on pouvait se dire, tiens, c'est bien quand même, hein, on va vers la paix. Ceci dit, depuis 2010 et jusqu'à 2016, il a augmenté de 20%. C'est-à-dire qu'en 2016, dans le monde, les dépenses militaires étaient de 1570 milliards de dollars, dont 409 milliards d'armes. Bon, ils m'ont enlevé. Ils m'ont enlevé des bouts. Là, il faut lui donner un PowerPoint bien fait et tout, il le massacre. Merci. Je t'avais un hôtel. Ah bon? Donc, la France, entre autres, a vendu, en vend 5%, c'est-à-dire que la France vend tous les ans à peu près pour 20 milliards d'armes. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les connaissances en ingénierie, la technique qu'on a, ne pourrait pas l'utiliser un peu mieux à autre chose que vendre des armes ou fabriquer. C'est plus que la manière, c'est 75 €. C'est toi qui guettes toujours en arrière. Vu dans le bon sens. Donc nos propositions pour la paix, là c'est pareil, hein, j'ai pris les points les plus importants du programme. D'abord, la première chose que nous voulons faire sur le plan, je dirais plutôt militaire, donc il y a effectivement refaire une défense nationale, mais surtout quitter l'OTAN, qui n'est plus qu'une assemblée de 20 ans guerre, c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de nous faire. Et comme c'est une assemblée de 20 ans guerre en plus, qui est quand même sous la houlette américaine, nous retrouver sous la direction de Trump comme chef militaire, je pense que c'est peut-être pas le bon plan. Par contre, à l'opposé, nous voulons réinvestir et renforcer l'ONU. Nous pouvons y prendre un rôle important. Bon nombre de petits pays et de pays en voie de développement seraient très heureux de voir la France y prendre un peu plus d'initiative. Rappelons quand même que à ce niveau-là, on est encore quand même la 5e puissance mondiale, on peut encore parler. Nous voulons également, mais ça c'est plutôt pour les affaires économiques, mais les affaires économiques mènent aussi à la paix ou à la guerre. Nous voulons sortir de ces deux instances qui sont l'OMC et le Fonds monétaire international, parce que ce ne sont plus que des instances de gestion de la finance internationale, le FMI en particulier, et l'OMC qui est le plus grand pourvoyeur de libre-échangisme et de commerce. Et par contre, nous voulons développer, toujours dans le cadre de l'ONU, la CNUSET, c'est quelque chose qui existe, on l'invente pas, ça existe déjà. Donc la CNUSET, c'est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui est une organisation qui, dans le cadre de l'ONU, organise la coopération économique entre les peuples, en particulier entre les pays dits développés et les pays moins bien développés. Évidemment, nous avons encore 12 propositions pour la paix. Après, il faut les décliner un peu.
Ce que nous voulons aussi, c'est bien dire que les modifications de notre environnement politique, donc notre nouveau positionnement hors de l'OTAN, plus dans l'ONU, hors du FMI, plus dans le plus 7, le renforcement d'une diplomatie, réellement une diplomatie française, on a su avoir une diplomatie française efficace, on doit pouvoir la refaire, la reconstruction d'une défense indépendante, nationale et populaire, nous permettront d'œuvrer pour la paix. Donc il y a des sujets qui sont prioritaires, et sans être exhaustif, d'abord, il faut déjà lutter contre les causes des migrations. Parce qu'aujourd'hui, les migrations qui existent dans le monde, nous on n'en voit qu'une petite partie, ce qui vient d'Afrique et qui essaie des gens qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, sont une toute petite partie des migrations qui se passent dans le monde. Les migrations, y compris dans le cadre même de l'Afrique elle-même, dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est, sont des millions de gens qui sont déplacés, qui se déplacent en permanence. Donc lutter contre les causes des migrations, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on développe des coopérations intermondialistes et internationales. Une mesure immédiate qui est dans notre programme, c'est de porter à 0,7% du PIB notre contribution au développement. Quand on voit comment ça se passe dans certains pays d'Afrique qui crèvent la dalle, ou parce qu'on vend des poulets surgelés à des gens qui produisent des poulets, enfin il y a des trucs complètement aberrants là-dedans, donc il faut régler ça, et on réglera ça en aidant ces pays. Moi j'ai vu l'autre fois que quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, par exemple, au Burkina Faso, les paysans qui avaient été, à qui on avait obligé de prendre des semences Monsanto, des OGM, ont dit au moment stop, on n'en veut plus, on refait nos propres semences, et finalement ils sont en train d'éjecter Monsanto. Donc, ça veut dire que ces pays, Burkina Faso, qui est un tout petit pays, et on ne peut pas dire que c'est un pays riche, soit capable de prendre ses affaires en main. Et je pense que si on aide les pays à prendre leurs affaires en main, on réglera, alors pas demain, hein, il va falloir un peu de temps, les problèmes de migration. Et c'est aussi une question de solidarité. Construire la paix en Syrie en mettant en place une coalition universelle. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Syrie, vous apercevrez qu'il y a il y a des coalitions qui existent. Un coup c'est la Syrie plus la Russie, je veux dire l'URSS, plus la Russie, il y a l'Iran dans un coin, en sous-main l'Arabie Saoudite. Bon, voilà. Donc il faudrait que ce soit l'ONU qui prenne et qui manage ça. Ensuite, nous voulons pour la Syrie organiser une conférence pour la reconstruction. Quand on voit des photos d'Alep ou d'autres villes, on dit quand même qu'il y a du boulot. Hein. Nous voulons agir pour la paix en Israël et en Palestine en reconnaissant l'État palestinien et en multipliant les initiatives de paix. Il faut rappeler quand même que la reconnaissance de l'État palestinien est une décision de l'ONU qui n'a jamais été appliquée. Donc ce serait quand même un minimum. Et ce que nous voulons faire aussi, c'est unir le petit bassin méditerranéen. Le petit bassin méditerranéen, c'est la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, et puis les pays du Maghreb proches, comme le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, qui sont tous des pays avec lesquels on a beaucoup de relations. Et au fond, on peut se demander si culturellement, on n'a pas plus de rapports, je dirais, intellectuels et culturels avec ces pays-là qu'avec les pays d'Afrique du Nord. D'Europe du Nord, pardon. Et enfin, un dernier point, c'est que nous voulons passer à la francophonie politique. Rappelons quand même que la langue française est la troisième langue la plus parlée au monde, et nous voudrions qu'elle devienne la langue de la paix et de l'amitié entre les peuples. Voilà.